L'indice des prix du mois de novembre fait état d'un recul des prix à la consommation de 0,2%. Et pour l'ensemble de l'année 2014, on s'achemine vers un taux d'inflation de seulement 0,3%. Ce contexte fait craindre que la désinflation ne soit suivie d'une véritable déflation. Mais en réalité, la déflation est déjà de mise sur les marchés de grande consommation. En un an, le prix des produits vendus dans les grandes surfaces a baissé de 1%. Et encore, ce chiffre moyen masque le caractère franchement déflationniste du prix des produits de grande marque, principal terrain de jeu de la guerre des prix qui sévit actuellement dans la grande distribution alimentaire. Alors bien sûr, cette dynamique des prix apporte un coup de pouce ô combien bienvenu au pouvoir d'achat des ménages. Mais le paradoxe est que ces derniers ont bien du mal à admettre que l'inflation recule, voire même que les prix sont en baisse. Dans le cadre de l'Observatoire du rapport au prix de l'Obsoco, nous avons interrogé en juillet un échantillon de 2000 Français afin de sonder leur compréhension des mécanismes généraux de fixation des prix, la conception qu'ils ont de ce qu'est un prix juste, leur réaction aux politiques tarifaires des entreprises et bien d'autres sujets. Et évidemment, nous les avons interrogés sur l'inflation. Lorsqu'on leur demande quel est le niveau actuel de l'inflation en rythme annuel, 72% des personnes interrogées indiquent un niveau supérieur à la réalité. Et pour un Français sur 5, l'inflation actuellement serait supérieure à 3% l'an. Plus encore, les Français dans leur immense majorité ne semblent pas avoir relevé la décrue de l'inflation. Ils ne sont que 26% à reconnaître que les prix augmentent aujourd'hui moins vite que par le passé, alors que 56% s'accordent à considérer que nous vivons au contraire une accélération de l'inflation. Les erreurs d'interprétation relatives à l'inflation est un constat courant des études auprès des consommateurs, observé à plusieurs reprises dans le passé comme à l'étranger. On peut y voir la conséquence d'une méconnaissance des mécanismes économiques, sans doute. Mais au-delà, la manière dont nous percevons la dynamique des prix est un cas d'école de la façon générale dont nos représentations sont influencées, sont marquées par le jeu de biais cognitifs, c'est-à-dire des erreurs d'interprétation plus ou moins systématiques. Il a souvent été question de ces biais cognitifs au moment du passage à l'euro, lorsque subitement un écart s'est creusé entre l'inflation telle que mesurée par l'INSEE et l'inflation ressentie par les consommateurs. L'un des mécanismes qui a été mis en avant alors est l'effet dit de halo. L'idée est simple. L'INSEE calcule l'indice des prix à partir du relevé mensuel de quelques 200 000 prix qui sont ensuite pondérés selon un système complexe qui fait intervenir le poids des différentes catégories de produits dans la dépense de consommation des ménages. De notre côté, nous, quand nous faisons une opinion de l'état de l'inflation, elle repose sur un tout petit nombre d'observations de prix particulièrement marquants, de prix auxquels nous sommes confrontés au quotidien. Ainsi, le prix de la baguette, le prix du journal, le prix du petit noir au comptoir, plus généralement le prix des produits vendus dans les supermarchés, qui sont des produits du quotidien, influe très fortement sur notre conception globale de la dynamique des prix. À l'inverse, des produits auxquels nous sommes moins souvent exposés font que leur prix, même s'ils pèsent négativement sur l'indice des prix, rentrent moins dans notre prise en compte globale de l'inflation. Je pense au prix des voitures, au prix des ordinateurs, au prix des téléviseurs, au prix des forfaits de téléphonie mobile. L'effet de halo a cependant bien du mal à rendre compte du fait que les Français actuellement ne perçoivent pas le recul de l'inflation et moins encore la baisse des prix qui est pourtant concentrée sur des produits du quotidien vendus en supermarché. D'autres biais cognitifs entrent en fait en scène et qui expliquent pourquoi nous réagissons de manière asymétrique aux hausses et aux baisses des prix. Le premier de ces biais cognitifs renvoie au sentiment d'injustice. Les hausses de prix sont très souvent associées à un sentiment d'injustice, car elles sont attribuées non pas à des causes objectives, comme l'augmentation du cours des matières premières par exemple, mais à des comportements d'entreprise qui visent à augmenter leurs marges au détriment des consommateurs, ce qui est évidemment assez mal vécu. A l'inverse, on remarquera qu'une baisse des prix ne provoque que très rarement un tel sentiment d'injustice. Une autre piste d'explication de l'asymétrie entre la perception des hausses et la perception des baisses réside dans un biais cognitif mis en évidence par le prix Nobel d'économie Daniel Kahneman et son collègue Amos Tversky.
Ce biais s'intitule l'aversion pour les pertes. Il est formidablement illustré à travers une petite expérimentation menée par Kahneman et Tversky auprès d'un échantillon d'étudiants. On a soumis à ces étudiants 2 scénarios et chaque scénario devait faire l'objet d'un choix. Dans le scénario numéro 1, les étudiants devaient choisir entre accepter de recevoir immédiatement un don de 250 $ ou bien de jouer un jeu de hasard dans lequel ils avaient 25% de chance de gagner 1000 $, mais aussi 75% de chance de ne rien gagner du tout. Donc d'un côté 250 $ sûr, de l'autre côté peut-être 1000 $, mais plus sûrement rien du tout. Peut-être avez-vous vous-même fait votre choix et sans doute vous avez choisi l'option 1 d'un gain immédiat de 250 $, comme 84% des étudiants interrogés par Kahneman et Tversky. Vous remarquerez pourtant que les 2 propositions sont strictement équivalentes sur le plan de l'espérance mathématique de gain. Dans le deuxième scénario, les étudiants avaient cette fois à choisir entre la perte certaine de 750 $ ou l'engagement, de nouveau, dans un jeu de hasard dans lequel ils avaient 75% de chance de perdre 1000 $, mais 25% de chance de ne rien perdre du tout. Là aussi, les 2 propositions sont équivalentes sur le plan de l'espérance mathématique de perte. Et pourtant, cette fois-ci, c'est la deuxième option qui emporte le choix de la grande majorité des étudiants de l'expérimentation, 87% pour être précis. Donc, l'exposition à la perspective d'un gain ou d'une perte provoque manifestement des réactions opposées. Nous nous montrons conservateurs lorsqu'il s'agit de préserver ou de sécuriser un gain, alors que nous sommes plus prompts à prendre de risques lorsqu'il s'agit de tenter d'éviter une perte. Par extension, et pour en revenir à notre sujet, ce type de biais cognitif nous conduit vraisemblablement à nous montrer plus prompts à relever, voire à exagérer les dynamiques à la hausse des prix, qui sont associées à la perspective douloureuse d'une perte de pouvoir d'achat, qu'à reconnaître le recul de l'inflation, voire plus encore la baisse des prix, dont les effets immédiats nous sont favorables. Et des biais cognitifs qui y sont attachés. C'est aussi sur ces biais cognitifs, et bien d'autres du même genre, que s'appuient les politiques tarifaires des marques et des enseignes. 9,90 € au lieu de 10 €, le prix barré avec la mise en avant de la ristourne, plutôt que d'afficher directement le prix bas, un forfait annuel exprimé en mensualité, j'en passe, et des meilleurs. Mais la surenchère à laquelle se livrent actuellement les marques et les enseignes en matière de sophistication des politiques tarifaires et des politiques promotionnelles a également un revers, un effet pervers qui a été très bien mis en évidence par notre observatoire du rapport des Français au prix. Celui de conduire un nombre croissant de consommateurs à la perte de leur repère sur les prix, à les faire douter du caractère juste des prix qui leur est proposé, et au final à nourrir un sentiment de défiance à l'égard des grands acteurs de l'offre qui alimente la montée de l'aspiration à consommer autrement, qui elle-même encourage à explorer d'autres manières de consommer, dont les fameuses consommations collaboratives.